le Ghana. On a vu sur les réseaux sociaux que le Nigeria a dit qu'ils vont essayer de diminuer leur fourniture d'électricité vers le Togo, le Bénin. Salut à tous. Ah, vachale, on est busy. On bénare. Ma mère dit pas mille jours là. Électricité pas au essence zéro. Hein? Internet l'eau. Oh, n'en parlons plus. Maintenant tout ça là au même moment. Il y a quoi? Alors, mesdames et messieurs, je vais vous faire suivre débat. Émission de presse, club de presse, très intéressant. Ils ont décrypté certains trucs. Ils ont filé quelques informations par rapport à tout ça là. Alors, tonton, vous regardez la vidéo, mais vous n'êtes pas encore abonné. Ça ne coûte rien. Abonnez-vous, likez la vidéo. Alors, sans plus tarder, suivons tous ensemble. Jacques a commencé le premier sujet. Entre-temps, ce premier sujet à débattre alors dans cette émission alors de ce lundi. C'est vrai, nous avons tout d'avance, nous avons commencé avec, nous avons renoué, j'allais dire, avec cette question alors de coupure intempestive alors de courant. Mais au-delà alors de cela, le pire maintenant, c'est que il y a un manque cruel alors du carburant, de telle enseigne que il y a cette queue interminable, même d'ailleurs, qui se retrouve dans les stations d'essence, qui en dispose de peu, Et si pour les stations qui n'en disposent pas, vous ne verrez même pas alors de queue, ça c'est normal. Alors, Uriel, est-ce qu'on arrive à comprendre un tout petit peu la situation? Bon, il est vrai que avant de rentrer en studio, quand je descendais de mon volant, j'ai vu un communiqué qui a été balancé par le gouvernement. Je n'ai pas eu le temps de le parcourir avant de m'asseoir ici. Et j'avoue quand même qu'on ne comprend pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a des secrets qu'on n'arrive pas ou qui ne sont pas bons à nous livrer sur principalement le cas du carburant, parce que ça a commencé par l'intérieur du pays. Vous savez, la semaine dernière, nous, on était au nord pour signer une convention de partenariat avec l'Université de Kara. En montant déjà vers 3-4, il y avait pénurie. Depuis Blita jusqu'au nord, mais la nuit, on voyait des queues, c'est là qu'on a commencé par se poser des questions. Mais cette pénurie a un peu duré à l'intérieur avant de toucher Lomé. Donc, on s'est dit peut-être que les citernes ne montaient plus et elles se sont arrêtées ici pour fournir la capitale. Mais aujourd'hui, c'est tout le pays qui est touché. Seuls ceux qui sont dans le domaine d'approvisionnement du pétrole à notre pays peut maîtriser complètement la situation. Peut-être que ça fait partie des secrets de l'État. Cette pénurie n'a pas commencé cette année. On vit ça ces dernières années tellement qu'on se demande si un jour on ne risque pas de sortir sans pouvoir bouger. Le risque, c'est pas de mettre le carburant pour venir à Canal FM. Parce que si je n'ai pas du carburant, je pourrais présenter mes excuses à Pascal pour lui dire tiens, dans mon réservoir il n'y a rien, ça ne peut pas me conduire d'Agogne V2 jusqu'à Golf 4. Donc je vous présente mes excuses. Mais le risque, c'est quand il y a à conduire un malade à l'hôpital et que dans votre engin il n'y a pas du carburant. C'est ça le gros risque. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Moi, j'aurais souhaité sur ce plan, avant de toucher le côté électricité, moi, j'aurais souhaité que pour une meilleure gestion, parce que ces derniers temps, j'ai constaté que tous les ministères rattachés à la présidence, même certains ministères, le ministère de l'énergie, qui est même rattaché à la présidence, souffre. Donc, si possible, il faut quand même privatiser le secteur carrément. Puis on a privatisé beaucoup de secteurs où ça marche, même si c'est un Togolais qui prend ça en charge. Et on sait que ça va marcher, qu'il soit d'Apan, qu'il soit de Couvé ou qu'il soit de EA3, je pense que ça sera mieux parce que c'est ce que nous vivons actuellement. Figurez-vous, cette coupure actuelle, c'est général.
puisque depuis 6 heures, nous, on n'a pas le courant jusqu'à oui, là. Je suis passé à un parti d'abord de Baguida jusqu'à Balepédou et c'est autre ce matin. Et je te dis la vérité, il n'y avait pas alors de... Mais il faut que les gens comprennent que nous animons cette émission grâce à un groupe électrogène que Canal FM, dont Canal FM dispose. Sinon, ce n'est pas l'énergie de la CT qui nous alimente actuellement. Donc, c'est tellement délicat parce que ces secteurs de pétrole, ces secteurs d'électricité, ce sont des secteurs fondamentaux pour un pays. Si on veut limiter vos mouvements, s'il y a rupture de carburant, vos mouvements sont limités. Tout à l'heure, si tu avais une urgence à table, tu ne peux pas aller. Parce que tu ne sais pas si le carburant qui est dans ton réservoir pourra t'amener et te ramener. L'énergie, tout ce qu'on conserve à la maison, des fois ça se gâte parce qu'on a coupé le courant du matin jusqu'au soir. D'accord, merci beaucoup Uriel. Jacques, il y a le journal Le Correcteur qui titre à sa une sur le sujet ce matin, Challenge Togo dans le noir. Et si le véritable coup de marteau, c'était la suité, avec la photo du président de la République, Faure Gnassingbé, du Premier ministre Vitua Tomega Dobé, et également du bâtiment de la Sûreté, ou la direction générale alors de la Sûreté, aussi de la photo alors de la ministre de l'Énergie et des Mines, Mila Aziablé. Alors, aujourd'hui, on dirait quand même que le coup de marteau, c'est bien sûr la Sûreté. Bon, vous savez, Pascal, il faut qu'on se dise la vérité. L'économie togolaise, c'est une économie informelle. C'est-à-dire que quand vous prenez la plupart de ces boutiques que nous avons, sont détenues par des particuliers. Faites un tour actuellement dans la capitale, vous allez voir que les gens sont assis dehors, il n'y a pas d'électricité. Et il faut reconnaître que quand il n'y a pas d'électricité, ce qui veut dire que les gens ne peuvent pas travailler. Et quand on ne travaille pas, c'est qu'on n'a pas d'argent. Et le comble, c'est qu'après tout, les impôts vont passer encore par là, pour essayer d'oppresser encore nos compatriotes. Et ça, c'est ça le mal. Et l'autre aspect, c'est que on ne sait pas pourquoi on ne communique pas. Ça, c'est le vrai problème. Il faut communiquer. Il faut toujours anticiper les choses. Quand on sait que, quand on a un gouvernement, on sait que le gouvernement anticipe toujours sur les choses en essayant de parler aux compatriotes sur un danger qui vient et sur un problème qui va naître. Et ce quoi nous n'avons pas assisté depuis un certain temps. La société le faisait, mais depuis un certain temps, la société a cessé de le faire. Parce que la société au moins communiquait sur la coupure dans certains quartiers, que les populations prennent leurs responsabilités parce que on va couper de l'électricité dans tel quartier, bon, et on essaie de parler aux compatriotes. Mais depuis un certain temps, la société ne communique plus. La société ne sort plus les communiqués pour alerter les compatriotes. Est-ce que c'est parce qu'elle est dépassée aussi? Voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Même si la société ne communiquait pas, on a quand même un ministère de l'énergie. Il faudrait que quand même ce ministère appelle le relais de la société pour communiquer aux compatriotes. Parce que le plus cocasse dans cette histoire, c'est que on vous donne de l'électricité à peine 5 minutes et on coupe. On donne l'électricité à peine 2 minutes, on coupe. Oh, il y a des appareils qui sont branchés. Et vous voyez, ça crée vraiment de non-problèmes à nos compatriotes. Donc il faudrait aujourd'hui que le ministère de l'Énergie puisse nous dire ce qui se passe réellement. Quel est le problème? Entre-temps, on nous avait dit, vous vous rappelez ici, un communiqué je crois que c'était au niveau du ministère des Finances, qui avait dit entre-temps qu'il y avait des gens qui n'avaient pas soldé la dette envers la société. Est-ce que c'est ça qui continue? Ou bien encore, il y a un autre problème. Il faut qu'on puisse situer les compatriotes. Nous sommes après tout des Togolais et nous avons leurs dirigeants. Parce que nos dirigeants sont là comme des parapluies, c'est-à-dire qu'ils nous protègent. Si aujourd'hui le compatriote ne sent pas qu'on protégé, mais vous voyez, le compatriote risque d'aller à presque toutes les dérives. On a parlé tout à l'heure du carburant. Je disais tout à l'heure que l'économie togolaise est basée sur l'économie informelle. Et vous savez que la plupart de nos compatriotes aujourd'hui, si ce n'est pas émigants, sortent c'est les taxis qu'ils utilisent pour pouvoir gagner leur pain. Aujourd'hui, quand vous voyez comment les gens sont agglutinés au niveau effectivement des stations, on se pose des questions. C'est vrai que nous venons de lire un communiqué du ministre également du Commerce qui fait part effectivement de ce qui se passe, mais ce communiqué est venu un peu tard.
Vous vous rappelez que le problème là a commencé depuis la semaine passée. C'est pas cette semaine que ça a communiqué. Même ce communiqué n'explique pas la situation. Donc le communiqué n'explique pas. Même les gérants des stations. Je crois qu'à un moment donné, il faudrait quand même qu'on se dise, c'est-à-dire que nous sommes des compatriotes et nos dirigeants ont le droit de nous rendre compte de ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que quand vous communiquez, les gens vont essayer de prendre effectivement les dispositions. Nous sommes à quelques mois des examens. Et vous savez que les enfants vont passer bientôt les examens. Pas quelques mois, quelques jours des examens. Le probatoire commence le 27. Donc, vous voyez, les enfants reviennent à l'école, il n'y a pas d'électricité. Comment les enfants vont apprendre? C'est ça le problème. Donc je crois que le ministère de l'Énergie a l'obligation de dire aux compatriotes ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Donc qu'on nous dise, il ne faut pas nous laisser dans le noir tout le temps comme ça. Vous revenez à la maison, vous n'avez pas d'électricité, vous allez au boulot, vous n'avez pas d'électricité, mais finalement il faut reconnaître que l'économie ne peut pas avancer comme ça. Donc je crois qu'à un moment donné, qu'on nous situe ce qui se passe réellement, qu'on nous dise, et que chacun puisse prendre ses responsabilités. Moi c'est ce que je pense. D'accord. C'est comme si on nous a habitués dans ces genres de situations à ce phénomène alors de non-communication. Si tant est que alors le citoyen lambda se pose toujours la question, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est la question qu'on peut se poser naturellement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est difficile. Puis si personne ne nous dit ce qui se passe, on ne comprendra jamais. Or, il y a des ministères qui sont chargés. Oui, naturellement, il y a le ministère du Commerce, naturellement, qui est chargé de ce dossier. On a... le ministère de l'énergie aussi pour la sûreté ou du moins de l'énergie électrique. Naturellement, on a le ministère de l'énergie et je dirais tout ça, on a après un ministère de la communication qui est porte-parole du gouvernement. Après, on a le secrétariat général du gouvernement qui peut naturellement également donner des éléments. Et puis, il y a la primature et il y a la primature dans l'ancienne République. Et puis, il y a la présidence de la République, naturellement, à tous les niveaux. On pourrait naturellement nous fournir des éléments de compréhension de la situation qui se passe. Après, depuis, on attend, personne ne dit rien. On nous avait dit naturellement que les coupures d'électricité étaient derrière nous. Depuis je dirais même, depuis 2-3 semaines, ça devient encore plus terrible que ce qu'on a eu à vivre en début d'année. Et vous savez que quand il n'y a pas d'électricité, c'est avec son lot de contingents de problèmes. Je présume, chez Uriel par exemple, quand il n'y a pas d'électricité, il ne pourrait pas avoir son eau de forage chez lui. Un peu partout. Et donc, dès lors qu'il n'y a pas d'électricité, un peu partout dans la ville, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau parce que la plupart n'ont pas la chance d'être branchés donc au réseau de la TDE et donc du coup il n'y a pas d'eau et donc les problèmes se multiplient et ainsi de suite. Et quand il n'y a pas d'électricité, vous voyez l'activité même, économique même dans la ville, ça prend assez de coups parce que la plupart aujourd'hui font leurs activités par l'électricité. Et donc il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus rien. Et puis s'ajoute cette histoire du carburant. Et quand on écoutait, on voyait ça part, ça revient, mais là depuis quelques jours, ça s'accentue et on ne sait véritablement pas ce qui se passe. Il va falloir naturellement que, il y a un communiqué là dont les gens parlent qui nous servent encore d'éléments de compréhension, d'éléments de langage pour pouvoir comprendre la situation. Je veux croire que les autorités vont prendre la mesure de la situation parce que là, ça devient très grave. En venant tout à l'heure, si on n'a pas, nous, comme ça, on n'avait pas eu la chance d'avoir un peu quelques litres dans le on va boycotter ton émission à cause du carburant. Mais donc il faut que les autorités suivent de près cette situation, sachant que ça joue sur l'économie énormément, surtout que nous voulons développer notre pays. Quand on n'a pas d'électricité, on ne peut pas développer un pays. Quand on n'a pas de carburant, on ne peut pas développer un pays. Donc ça, rien ne peut excuser ces deux choses-là. Au moins, il faut qu'on prenne la parole, qu'on explique et qu'on prenne la mesure de la situation. Peut-être au plus haut niveau, au niveau du chef de l'État, parce que peut-être les gens n'ont pas la possibilité de pouvoir prendre des mesures d'urgence.
que le chef de l'État lui-même prenne la mesure de la situation, tant au niveau de l'électricité qu'au niveau du carburant, puisque sans ça, on ne peut rien faire aujourd'hui. D'accord. Uriel? Non, en essayant de faire un peu la part des choses, et il faut dire que le Togo de 2000, le Togo de 2000 n'est pas le Togo de 2005, ni le Togo de 2015, encore moins le Togo de 2024. Si les dispositions n'ont pas été prises pour tenir compte de notre chiffre actuel, de l'effectif des Togolais actuels. Vous parlez de l'habitation? Non, Enfin, du nombre d'habitants. Puisque c'est le citoyen qui consomme, par exemple, le carburant. C'est le citoyen qui fait usage du courant électrique. Si dans le temps, on était 3-4 millions à consommer et en fonction de cela, l'État avait pris des mesures pour importer l'énergie en fonction des 4 millions. Aujourd'hui, nous sommes plus de 8 millions. C'est ce que je veux signifier. Oui, mais donc, s'il te plaît, sur ce point, oui. Est-ce que, tel qu'on le dit, est-ce que gouverner, ce n'est pas aussi prévoir? Parce que, au fin fond, on doit savoir quand même que le nombre alors démographique doit évoluer. C'est d'ailleurs même la règle, c'est ce que tout le monde dit. Même les gouverneurs, c'est ce qu'ils disent. C'est ça, gouverner, c'est prévoir. Et là, on ne peut pas excuser le gouvernement sur ce point. Non, au fait, est-ce qu'il s'agit d'excuser ou non? Puisque nous n'avons même pas les raisons de la fracture. Si on avait au moins les raisons de la maladie, on saurait qui accuser. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas. C'est ça qui rend compliqué la chose. Mais est-ce qu'un jour viendra où on nous dira que le taux... Bon, c'est vrai que quand vous parlez à la descente de la radio, les gens vont vous appeler pour vous dire qu'il faut aller au Ghana voir comment il y a les délestages, que c'est plus que c'est à 50% plus que le Togo. Bon, moi, je n'ai pas fait le Ghana, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Il faut aller au Bénin. Bon, j'ai fait le Bénin, je sais quand même qu'il y a le délestage au Bénin plus que le Togo. Mais chaque pays est unique en son genre. Si vous avez habitué vos citoyens à être à l'aise, maintenez-les à l'aise. C'est en fonction de cela aussi que les autres vous font confiance. Et ils renouvellent cette confiance à chaque fois. Donc, tout citoyen considéré comme faisant partie de la famille de la présidence de la République. Parce qu'aucun Togolais n'est différent de cette famille. Donc, aujourd'hui, nous avons le droit de vivre plus ou moins décemment et que les autorités prennent des dispositions quand même pour garantir le minimum. L'électricité, qu'on ne subisse pas 14 heures de coupure dans la journée pour vivre 10 heures d'électricité. Ce n'est pas tout à fait normal. Le courant, par exemple, je parle du courant, je veux revenir sur le carburant un peu pour chuter. Vous savez, cette affaire-là, elle n'est pas tellement claire. Cette affaire de carburant, comment ça? Elle n'est pas, à mon avis, claire. Une situation qui n'a pas d'ambiguïté s'explique aisément, facilement et promptement. On n'a pas besoin de perdre du temps. Si vous savez ce que cette rupture nous cause tous, donc vous devez être d'accord avec moi qu'on n'a pas besoin du temps pour l'expliquer. On doit l'expliquer. Ici, ce n'est pas une question de parti politique. C'est une question de vie des Togolais. La rupture du carburant, ce n'est pas une question de ANC, UNIR, PDP, NET, etc. Non. C'est une question de vie des Togolais. Puisque nous subissons tous ensemble cela. Oui, tout à fait. Nous subissons tous. Donc, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Quand il s'agit du minimum vital, il faut que cela soit préservé pour tous les Togolais. C'est différent d'autres choses. On peut de temps en temps, vous savez, l'autorité peut décider de nous couper l'Internet parce que nous véhiculons n'importe quoi, bon, pour quelques heures, et elle ramène. Mais ici, parlant du carburant et de l'énergie électrique, c'est autre chose. Donc il va falloir faire extrêmement. D'accord, Jacques. Oui, Pascal, le vrai problème, quand on parlait tout à l'heure de rendre compte aux populations, vous vous rappelez qu'il était question dans ce pays, quand on nous parlait de l'énergie, on nous avait parlé de contrôle global, on nous avait parlé également de Kekeli. Et je me rappelle, le jour du lancement de ces projets, c'était dit que derrière nous, les coupures d'électricité, ce qui avait été dit. Adieu la coupure. Adieu la coupure, on avait applaudi. Mais si aujourd'hui, il y a un problème, on coupe, mais qu'on nous dise, qu'est-ce que contrôle global est devenu? Qu'est-ce que Kekeli est devenu? Si nous sommes des Togolais, il faut qu'on le dise. Si on nous explique le vrai problème de contrôle global et de Kekeli,
On peut comprendre, on ne peut pas nous laisser dans le noir comme ça. Parce que si on nous dit par exemple que le Ghana, on a vu sur les réseaux sociaux que le Nigeria a dit qu'ils vont essayer de diminuer leur fourniture d'électricité vers le Togo, le Bénin et autres, mais qu'on nous explique, est-ce que c'est vrai ce que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux, parlant du Nigeria qui dit qu'ils vont essayer de réduire leur fourniture en électricité vers le Togo. Si c'est vrai qu'on le dise. Nous avons droit à l'explication. C'est pas sur les réseaux sociaux qu'on doit s'informer. Et l'autre aspect, comme je le disais tout à l'heure, on nous avait parlé de contrôle global. On a dit, bon, on n'aura plus effectivement ces coupures d'électricité, à part contrôle global et également Kekeli. Et qu'on nous dise aujourd'hui que ni contrôle global, ni Kekeli n'arrivent pas à nous fournir effectivement de l'électricité, mais on se pose beaucoup de questions. Bon, qu'est-ce qu'est devenu contrôle global et Kekeli dans notre pays? Il faut qu'on nous dise. Si mon confrère disait tout à l'heure qu'il faut privatiser la CET, mais la CET a été plusieurs fois privatisée. On a vu ce que ça a donné. Donc je crois que ça n'a toujours pas donné la solution. Ça n'a pas donné. Moi je crois qu'aujourd'hui, il faut que nos gouvernants puissent prendre effectivement la mesure des choses, essayer d'organiser ou bien de faire un audit au niveau de la CET, voir ce qui se passe. Nous avons vu, par exemple, hier encore sur les réseaux sociaux, où on nous faisait comprendre, on nous faisait savoir que d'ici le mois de novembre, on va essayer de désactiver encore les cash power. Est-ce que tout ça là c'est vrai dans une république? Mais si c'est vrai, qu'on essaie de nous dire qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, on a dit, pour que vous puissiez avoir de l'électricité, il faut qu'on vous branche au niveau de cash power. Et qu'on nous dise aujourd'hui encore, on a vu sur les réseaux sociaux, que ces cash power ne tiendront plus encore d'ici quelques mois, mais il faut que le gouvernement communique. Donc, nous invitons le ministre de l'Énergie. Elle a encore de l'énergie pour pouvoir communiquer. Très jeune. Oui, elle est jeune. Il faut qu'elle nous dise ce qui se passe. Il ne faudrait pas que les gens se disent, oh non, quand ils vont parler, quand ils seront fatigués, ils vont se taire. Non, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas dire à une population que non, bon, quand ils seront fatigués, ils vont se taire. Non, pas du tout. Vous ne savez pas le ressentiment, les rudiments et puis les dépôts que cela fait dans le cœur des gens. À un moment donné, lorsque effectivement ces personnes-là seront fatiguées, elles vont déverser cela et puis ça va créer des problèmes. Donc je crois que le gouvernement a encore de l'occasion, le gouvernement a encore le temps d'expliquer, de dire effectivement aux populations ce qui se passe réellement. Le Togolais a besoin de comprendre, le Togolais a besoin d'explications. Comme nous disons une fois encore, qu'est-ce que contrôle global est devenu? Qu'est-ce que Kekeli est devenu? On nous avait parlé également de l'installation des photovoltaïques au niveau de l'intérieur du pays. Tout ça, est-ce que ça marche? Donc il faut qu'on nous le dise. Donc je crois qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de pouvoir se taire si on ne communique pas effectivement aux populations pour qu'on nous dise réellement ce qui se passe. Si on explique aux Togolais, je crois qu'on n'aura pas de problème. D'accord, Didier. Oui, c'est vrai que nous réclamons qu'on s'explique alors sur le sujet, mais toujours est-il qu'il doit y avoir aussi d'éléments, de matière sur lesquels on pourra facilement alors s'expliquer. Peut-être que pour le moment, les gouvernants n'ont pas d'éléments ou de matière. Non, mais est-ce qu'on va dire que les gouvernants n'ont pas de matière? Et là, ça va être assez grave si les gouvernants n'ont pas de matière pour s'expliquer sur une situation qui prévaut et qui affecte la vie de tous les citoyens, la vie à tous les niveaux. C'est vrai que le délétage tel que certains nous le vivons, en état dans le bas peuple, certains qui ont des lignes privilégiées, qui ont des groupes électrogènes qui prennent le relais automatique et d'autres ne le ressentent pas de la même façon que le Togolais, comme toi et moi naturellement, qui n'avons pas de privilèges, qui n'avons pas les moyens de nous offrir des groupes électrogènes qui prennent le relais. Et donc du coup, Jacques vient tout à l'heure d'énumérer un certain nombre de projets qui avaient été vantés dans ce pays, de ce que dès lors que ces projets seront mis en œuvre, on aura moins de délestage et puis le Togo aura une autosuffisance en matière d'énergie électrique. Et ça, il y a eu contrôle global, il y a eu Kekeli Efficient Power, on va parler de centrale photovoltaïque de Blita, il y a une autre dans la région de
un peu après Atapamé, j'oublie un peu le nom de la localité. Il y a eu tellement de projets qui ont été lancés, qui ont été inaugurés pour la plupart par le chef de l'État. Aujourd'hui, quels sont les impacts de ces projets-là dans la production de l'électricité et dans la suffisance, la redistribution en fait de cette énergie produite? Et ça, quand on n'a pas d'éléments tangibles et que le gouvernement ne communique pas, il va falloir qu'on leur demande justement qu'est-ce que ça nous apporte. Parce que le projet est exécuté avec l'argent du contribuable, même si c'est sur un prêt. Après, le contribuable va quand même payer les impôts et les taxes pour qu'on puisse rembourser. Et donc, du coup, au final, c'est l'argent du contribuable que le contribuable a le droit d'être informé sur ce qui est en train d'être fait. On avait lancé ce projet, on l'a salué, on les avait salués en leur temps de ce que le gouvernement a eu cette vision-là de pouvoir prendre ces genres d'initiatives pour régler un certain nombre de problèmes qui se posaient à l'époque. Mais 10 ans après, 15 ans après leur mise en œuvre, aujourd'hui, qu'est-ce que ces projets sont devenus et qu'est-ce qui fait que ces projets continuent d'être là, d'exister et que la situation continue de s'empirer actuellement. Donc il va falloir justement qu'on nous explique et je pense que le gouvernement doit avoir les éléments d'explication. Quitte maintenant à la population de ne pas au final croire que ce que le gouvernement dit est vrai ou pas. Mais il faut quand même qu'on nous le dise, qu'on peut-être... Mais je comprends le malaise des fois. Dire qu'on communique sur un certain nombre de projets, c'est un peu comme faire ce qu'on appelle l'état des lieux. Quand on fait l'état des lieux, vous comprenez, ça peut permettre de découvrir des choses peut-être qu'on ne voulait pas voir et tout ça, mais à un moment donné, c'est comme une plaie. S'il y a une gangrène, il faut peut-être crever l'abcès, aller pour qu'on regarde clairement la plaie et s'il y a des choses à corriger, qu'on corrige pour éviter ce genre de situation. Non, je voulais juste citer un exemple. Vous savez, quand j'ai essayé d'estimer le mois passé, sur les 30 jours de consommation de notre fibre optique, vous rechargez votre Wi-Fi, nous n'avons utilisé qu'à peine 10 jours. Parce que quand on a estimé le temps de délestage, ce temps est nettement supérieur. Puisque quand il n'y a pas le courant, vous n'avez pas le Wi-Fi. Tout est coupé automatiquement. Le Wi-Fi fonctionne en fonction à base du courant électrique. Une fois qu'on coupe, vous ne l'avez pas. Donc ça veut dire que vous vous abonnez, vous payez, que ce soit 15 000, 25 000 ou au-delà. Vous vous abonnez, mais vous n'avez pas le Wi-Fi, non pas parce que Togocom vous a coupé, mais parce que la CT vous a privé de l'énergie électrique. Vous voyez que c'est grave? Alors, si chacun de nous devrait se plaindre, je me demande c'est où le jugement? C'est où le jugement? Mais, Jacques, si aujourd'hui nous n'avons pas d'explication si plausible alors sur la situation, est-ce que ça veut dire qu'il y a au moins quelque chose quand même à cacher? Non, vous savez, comme on l'a dit, il ne faudrait pas qu'on cache. Parce que tôt ou tard, c'est comme une plaie. On ne peut jamais cacher une plaie. Si vous voulez cacher une plaie, mais vous risquez un jour qu'on puisse amputer votre pied. Et donc, c'est comme également une grossesse qu'on ne peut pas cacher. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut quand même dire la vérité. S'il y a un problème, c'est eux qui nous gouvernent aujourd'hui. Et ils ont le droit de nous informer sur ce qui se passe. Toi et moi, nous sommes ici, nous sommes des journalistes, nous sommes en train de parler au peuple. Mais aujourd'hui, pour que le peuple puisse croire en ce qui se dit, mais c'est les gouvernants. Parce que c'est eux qui ont presque les leviers de tout. C'est-à-dire parlant de l'économie, la communication et tout, c'est eux. Donc, si aujourd'hui, eux, ils apportent de la matière au peuple, le peuple doit comprendre. Même si ça fait mal, il faut le dire. Hein, vous ne pouvez pas vous taire. C'est comme si on dit, bon, écoutez, il y aura un tsunami. Et le gouvernement se tait. Le gouvernement ne communique pas. Et cela arrive. Maintenant, on va se plaindre par rapport à qui? Par rapport à quoi? Je crois qu'à un moment donné, si les signaux sont rouges, il faut avoir le courage de les dire, que ça ne va pas. Et là, chacun va prendre effectivement ses responsabilités. J'ai vu certains qui ont peut-être un peu les moyens, qui ont acheté les groupes électrogènes. Mais là, il faut avoir le carburant. Il faut avoir le carburant. Mais c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas le carburant. On achète toujours les groupes électrogènes, il n'y a pas aussi le carburant. Vous voyez, finalement, nous sommes frappés par deux malheurs. Le malheur de l'électricité, le malheur également. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le communiqué que Madame la ministre a sorti ce matin, parlant effectivement de ce carburant, il faut reconnaître qu'il y a des choses également à dire. Parce que quand vous lisez ce communiqué, on ne comprend rien.
On ne comprend du tout rien par rapport à ce communiqué. Je l'ai dit, gouverner, c'est anticiper. C'est-à-dire que, Madame la ministre, vous étiez au courant depuis la semaine passée. Ce n'est pas aujourd'hui que la chose a commencé. Les gens ont commencé par lancer l'alerte depuis la semaine passée, qu'il y a un problème au niveau des stations d'essence. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on nous avait lancé l'alerte depuis Kara, pour dire que Kara, depuis la semaine passée, il y avait des problèmes. Après, on a parlé d'autres villes, d'autres régions qui avaient un problème. Mais c'est ce matin que Madame la ministre vient de sortir le communiqué pour dire non, qu'au fait, il y a des perturbations. À quoi est dû effectivement ces perturbations? Est-ce que encore un bateau a ramassé un câble quelque part? Ou bien il y a quoi? Il faut le dire. Il faut pas. Parce qu'aujourd'hui, la spéculation au sein de la masse, c'est que on fait ça tout juste, on lance là une bande d'essai pour augmenter. Si c'est pour, par exemple, par rapport à l'exemple que vous venez alors de donner, c'est-à-dire si c'est un bateau qui a ramassé un câble, même si c'est ça, est-ce que ça règle vraiment le problème alors du Togolais? Non, mais c'est ce que j'ai dit, il faut communiquer. Peut-être qu'il y a un retard dans la fourniture effectivement du carburant. Et ça soulage plus les Togolais. Mais il faut le dire, vous comprenez, il faut le dire au moins, Pascal. Si vous ne le dites pas, mais vous avez, c'est comme un enfant qui va à l'école, qui par exemple a eu 2 en maths, qui cache la feuille à son papa. Il ne veut pas montrer la feuille parce que, bon, s'il montre la feuille à papa, papa va commencer par crier, peut-être le frapper. Mais Pascal, je préfère qu'on me frappe aujourd'hui, vous comprenez, et que je puisse sentir effectivement le mal, que de cacher le mal tout en et que ça arrange mon cœur, et finalement le jour que papa va découvrir ça, que ça soit pire également pour moi. Donc je crois qu'à un moment donné, lorsque vous êtes responsable, dites la vérité au peuple. Si vous le dites, où est le problème? Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez nos compatriotes parler, c'est que les gens disent que le gouvernement est en train de faire la rétention de cette communication-là pour augmenter le prix du carburant. Mais quand nous lisons effectivement le communiqué que Madame vient de publier, Madame dit non, que ce n'est pas pour augmenter le carburant, mais c'est les perturbations. Quelle est cette perturbation? Quel est le problème? Non, si on connaissait la provenance du carburant qui arrive au Togo, on aurait pu s'informer auprès du fournisseur. Là encore, oui, nous ne savons pas d'où provient le carburant du Togo. Si vous en savez parler. D'accord. Chers confrères, nous allons quitter le sujet. Oui, non, mais vous voyez, aujourd'hui, nous avions eu à faire ces débats ici, un peu comme quand il y avait eu cette histoire d'augmentation du prix sur le gaz de butane et tout ça. Et on nous avait dit que le secteur pétrolier, c'est le secteur privé et tout ça. Aujourd'hui, on voit que ça devient une question de souveraineté. Tant l'électricité que le carburant, c'est une question de souveraineté parce que les conséquences touchent plus l'État dans son ensemble. Et là, c'est la ministre qui se met à communiquer, à sortir un communiqué pour expliquer. Le secteur privé s'emballe les couilles, si vous me permettez le terme. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on va continuer à laisser des secteurs aussi sensibles, aussi vitaux entre les mains d'individus au détriment de l'État, et lorsque les conséquences vont arriver, que l'État soit là à gérer les conséquences au lieu d'être sur d'autres fronts pour le développement du pays. Quand on parle des perturbations là, allez-y comprendre. Et il y a des noms dits dans le communiqué de Madame le ministre qui dit que toute station-service où les gérants vont refuser de servir du carburant à la population, les gens seront poursuivis conformément à la loi sur la concurrence et tout ça. Ça veut dire clairement que les gens essayent peut-être de créer cette situation en mettant la pression sur le gouvernement de façon à ce que le gouvernement se retrouve obligé d'augmenter le prix du carburant. On a déjà vu ça de par le passé. Ça n'a pas marché à tous les coups, mais ça a souvent marché. Aujourd'hui, si le gouvernement résiste à cette perturbation créée de toutes pièces pour qu'au final on dise que il n'y a pas de carburant et qu'on augmente le prix pour dire que finalement il y a le carburant, et là il faut clairement qu'on nous situe la responsabilité. Si des gens essayent de mettre la pression au niveau du gouvernement et c'est cette situation sciemment créée, volontairement créée par des groupes de personnes au niveau du secteur privé ou parmi les pétroliers, j'en doute fort. Oui, non, ce que la ministre dit, il faut juste lire entre les lignes pour comprendre que quand il parle de perturbation, ça veut dire que c'est peut-être sciemment créé quelque part. Et quand elle dit que des gens, il y a le carburant, mais des gens refusent de servir, ben ça veut dire également qu'il y a un problème là. On ne peut pas avoir du carburant, le client vient vous refuser de servir au point que la ministre se trouve à menacer entre lignes les gens de ce qu'ils seront poursuivis. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au niveau de ce secteur-là, parmi les pétroliers, qu'il faut régler.
Non, Pascal, vous savez, je serai à la place de Madame la ministre. Ce communiqué-là, je n'allais pas le faire sortir. Comment ça? Non, parce que le communiqué n'explique rien. Nous sommes dans un flou total. Non, écoutez, regardez ce que le développement de Didier. Mais si, par exemple, il y a une rétention quelque part entre les fournisseurs, ou bien il y a un problème entre ceux qui sont là pour essayer d'amener le pétrole vers les stations d'essence. Mais nous sommes un État sérieux, ou bien, Pascal? Tout à fait. Oui, force doit rester à la loi. Force doit laisser à la loi. Moi, je serai à la part de Madame la ministre que j'allais exposer, si c'est réellement son intention de pouvoir peut-être dire qu'il y a un problème quelque part, mais il faut dénoncer ces personnes. Il ne faut pas être là, jouer par exemple au chat et la souris. Mais à travers ce communiqué, oui, Jacques, à travers au moins ce communiqué, elle nous apprend qu'elle a constaté aussi la perturbation comme nous. Pascal, tu as compris quoi dans ça? Depuis là, tu ne vois pas la perturbation? Tu ne vois pas la perturbation depuis la semaine passée? Est-ce que c'est ce communiqué qui va te dire qu'il y a une perturbation? Non, la communication depuis la semaine passée. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on se dise la vérité. D'accord. Aujourd'hui, qu'on nous dise le vrai problème. Si elle parle de perturbation, les perturbations à quel niveau? Oui, justement, c'est sur cet aspect qu'il faut qu'on se comprenne. Niveau il y a la on laisse Jacques terminer. Il faut qu'elle nous dise la perturbation est à quel niveau. Est-ce que c'est ceux qui doivent nous livrer? Ou bien c'est là où on achète le carburant? Ou bien c'est ceux qui doivent prendre le carburant du point A vers le point B qui constitue le problème? Est-ce qu'on veut augmenter le prix du carburant? Disons ça aux compatriotes. Moi, je l'ai dit, si vous le dites en même temps et on prend le choc là est mieux aujourd'hui que de garder ce choc-là et vouloir peut-être nous amadouiller comme on tenait son chat et après tout peut-être on essaie de piquer le chat. Et ça va faire mal après. D'accord. Non, sur le volet augmentation du prix du carburant, je pense que ce sont des intentions. Ce sont des intentions dont nous n'avons pas la preuve. Je voudrais rappeler juste que le communiqué, quand nous disons que si on était à la place de Madame le ministre, on n'aurait pas dû sortir le communiqué. Je voudrais juste rappeler qu'un ministre ne peut pas écrire un communiqué et le balancer. Le communiqué là doit parcourir la hiérarchie. Il faut que la hiérarchie donne son aval avant qu'on ne le publie. Oui, donc, notre souci, c'est que ça ne donne absolument rien comme raison par rapport à ce que nous vivons. Non, pas que rien. Pas que rien, c'est une information qu'ils ont fournie. Mais sauf que l'information n'est pas l'information. Non, le communiqué en lui-même est une information. L'information, ça c'est ce que nous disons. C'est une information. On vous informe qu'il y a eu des perturbations. On le sait déjà. Ce concept de perturbation, je voudrais aussi qu'on se comprenne là-dessus. Quand on parle de perturbation, ça ne peut pas être le cas du Togo. Ces perturbations au niveau des mécanismes ou au niveau du canal d'approvisionnement jusqu'au Togo. Et qu'est-ce qui empêche de dire ça? Oui, ça? C'est ça, justement, c'est ce que nous attendons tous. Oui, nous attendons que ça soit clair. Les perturbations là sont de quelle nature? Peut-être. Sinon, c'est pas qu'il y a perturbation dans les stations d'essence. Et quand est-ce que aussi la solution parviendra? Il faudrait quand même qu'on nous dise cela, c'est très important. Comme on est habitué maintenant à vivre le phénomène, on va faire un effort de s'habituer parce que mes parents au village n'ont ni le courant, ni la route. Ils n'ont même pas de l'eau, donc non, c'est pas une raison. Non, c'est pas une raison. Écoute, on ne peut pas trouver des motifs de satisfaction pareils, parce que c'est trop facile. Quand la ministre dit perturbation, je présume que les mots choisis dans le communiqué sont des mots assumés. Et quand elle dit que à son niveau, ou d'après ses informations, dans certaines stations de service, il y a de carburant de disponible et que des gérants refusent de servir. Et elle convoque la loi de 99. C'est pas une affirmation, Non, mais elle n'a pas affirmé. Il faut bien lire la dernière partie de son communiqué. Oui. Donc, c'est des choses qui nous donnent à peu près une idée de ce qui se passe, même si tu dis que c'est le canal de l'approvisionnement. Donc, tant que c'est pas le gouvernement qui s'occupe de l'approvisionnement, ben, ça veut dire que c'est le secteur, les pétroliers là, qui crée la perturbation. Ils savent que, d'après le contrat, ils devraient livrer le carburant à temps pour être acheminé dans les stations de service jusqu'à l'intérieur du pays. S'ils ne l'ont pas fait, pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est des choses, ma foi,
qu'il faut imputer peut-être au secteur pétrolier et également au niveau du gouvernement qui n'a peut-être pas fait le suivi à temps. Mais qu'à cela ne tienne, ce que nous voulons maintenant, c'est que la solution soit là et que véritablement la vie économique reprenne, parce que voilà, les bonnes dames qui doivent aller à l'intérieur du pays ramener les céréales, les tubercules, tout ça pour voir les légumineuses, tout ça pour vendre dans la capitale et un peu partout pour avoir un peu de sous et solder leurs dettes contractées auprès des microfinances et des banques ici et là. Si elles ne peuvent pas voyager parce qu'il n'y a pas de carburant, vous imaginez où est-ce qu'on va finalement? D'accord, ok, chers confrères, nous allons quitter le sujet. Urel, nous allons quitter le sujet. Mais Pascal, le problème, c'est qu'on a peur que dans les jours à venir, que les choses puissent encore augmenter dans le pays. On fait tout le débat à ce niveau. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le carburant, qui ne va pas peut-être à Badou, qui est censé revenir le lendemain, est obligé peut-être de revenir 2 jours après, avec les marchandises, sera obligé effectivement d'augmenter. C'est pourquoi on dit qu'il faudrait que le gouvernement prenne le taureau par les cornes. C'est-à-dire que s'il y a vraiment un problème, constitue les populations sur le réel problème. Et l'autre aspect, il faut que le gouvernement anticipe, pas sur ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, les bonnes femmes qui ont acheté par exemple les poulets congelés, qui vendent, aujourd'hui il n'y a pas d'électricité, elles sont obligées de jeter ça parce qu'il n'y a pas le carburant. Après, ils vont aller encore acheter et vous allez vous dire que les femmes là vont vouloir augmenter. Moi, je crois que même si au village il n'y a pas de congélo, on parle de Lomé. Parce que justement, pas de Lomé. Cette perturbation, c'est sur toute l'étendue du territoire. C'est pas Lomé seulement. Il faudrait tenir compte de tout le pays. On ne parle pas de Lomé parce que moi, je ne peux pas parler de chez moi parce que j'étais là-bas tout récemment. Je sais combien de fois, combien de jours pouvaient avoir l'électricité. Non, c'est pour vous dire que quelque part, ce n'est pas seulement Lomé. D'accord. C'est sur toute l'étendue. D'accord. Ok, merci beaucoup, chers confrères. Je sais que c'est un sujet très intéressant parce que ça touche notre quotidien. Ça touche le quotidien même d'ailleurs des populations et c'est vivement que le gouvernement donne une communication autour de ce problème-là que nous vivons actuellement. Alors, vous êtes dans le secret des dieux, Uriel. Alors, Uriel, c'est vrai que là où nous parlons actuellement, sur ce plateau, il y a la Cour constitutionnelle qui est en train de proclamer le résultat définitif, ou les résultats définitifs alors des législatives. Et c'est vrai que le communiqué a été donné, même d'ailleurs depuis, je pense, le samedi, par rapport à ces résultats. Et c'est la Cour constitutionnelle a signifié également qu'il y a des recours, et avec ces recours, on donnera surtout les résultats conformément justement à ces recours. Uriel, est-ce que au vu de tout cela, est-ce que quelque chose peut changer déjà dans les résultats? C'est vrai qu'on n'est pas alors dans le secret des dieux. Non, peu avant 11 heures, avant que je ne monte ici, et un ami qui était là-bas m'a confirmé que ça a déjà pris fin. Oui, les résultats ont été confirmés. Ah, d'accord. Oui, c'est confirmé. À moins qu'ils me disent le contraire. Sinon, j'ai un ami qui a participé et il m'a dit que c'est déjà conclu, ça a été confirmé, les résultats ont été confirmés. UNIR s'en sort avec 108 sièges sur 113. D'accord. Donc peut-être les commentaires. Ok, voilà, peut-être les commentaires justement à ton niveau. Oui, c'est définitif. Oui, c'est définitif. C'est définitif. Je ne maîtrise pas le côté... comment l'appelle-t-on, constitutionnaliste, mais je sais quand même qu'à ce niveau-là, il y a plus trop de chances pour ceux qui font des recours après cette proclamation définitive. Il n'y a pas trop de chances, à moins qu'il y ait des miracles. Sinon là, je pense que c'est chose déjà faite, chose conclue. Chaque parti politique va s'en tenir de ce qu'elle a pu obtenir comme performance et tirer des leçons. Déjà, on apprend qu'il y a des présidents de partis politiques qui se retirent de la scène politique après leur échec durement constaté. Et donc, c'est déjà les conséquences de la suite logique de ce processus électoral. Donc, on retient que le parti au pouvoir prend une majorité écrasante, et ce dont on n'a jamais pensé, même beaucoup parmi eux l'ont dit, qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir une majorité écrasante. Mais l'opposition aurait laissé terrain libre sans action, sans rien. Il faut qu'on soit courageux de se dire la vérité. L'opposition a manqué de la cohésion,
l'opposition a manqué de la mobilisation des moyens. On peut tout dire, on doit être courageux de se dire la vérité. Et je reviendrai toujours sur cet aspect de 2018, du moment où vous avez boycotté une élection et où vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée nationale, le parti représenté prendra toutes les dispositions pour se maintenir. Là, l'erreur, là, elle a été gravissime. Cette erreur, elle poursuivra les gens, mais je ne sais pas jusqu'où. Bon, Dieu seul sait. C'était une erreur à ne pas commettre. D'accord. Jacques, c'est vrai que Uriel parlait maintenant de cette démission d'un président de parti politique. Et j'oublie ce communiqué à l'heure de Diary Tama, puisque c'est de lui qu'il s'agit. J'ai pris la décision de quitter la politique ce 30 avril 2024 au vu de la vanité de tous nos efforts. Il ne sert à rien de perdre son temps en politique au Togo, tant que les résultats des élections n'ont aucun rapport avec le vote des électeurs. Cette situation, cette férocité et cette voracité, je ne l'ai observée dans aucune alors des 4 élections auxquelles j'ai déjà participé. Et cette année était spéciale. Alors, c'est Diary Tama qui parlait, bien sûr. Justement, c'est une partie, un extrait alors de ce communiqué. Alors, on comprendrait que c'est déjà une conséquence directe alors de ces élections. Non, vous savez, je voudrais vraiment présenter ma compassion à Diary Tama, parce que c'est pas facile d'être politicien au Togo. En Afrique même, pas seulement au Togo. Et c'est quoi l'enjeu? Le problème, quand vous n'avez pas les moyens en Afrique, il est souvent difficile de pouvoir s'engager en politique. Et l'autre aspect en politique en Afrique, lorsque vous devenez des essuie-glaces, vous avez toujours des problèmes. Si vous devenez un essuie-glace en politique, attendez-vous à ce que le découragement puisse effectivement vous envahir. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Si vous faites les va-et-vient en politique, vous dansez la danse de tango et tout ça, à un moment donné, vous risquez de vous arrêter. Et c'est mieux même pour lui, M. Diary Tama. Quelqu'un a dit aujourd'hui quelque part qu'il y a des champs chez ses oncles qu'il peut aller effectivement exploiter. Il est entrepreneur aussi. Oui, je crois que c'est bien. À un moment donné dans la vie, c'est comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas pour rien que pour ceux qui sont des chrétiens pourront vous le dire. Lorsque vous courez, à un moment donné, il faut vous arrêter pour faire le bilan du parcours fait. Qu'est-ce que j'ai pu gagner? Qu'est-ce que je n'ai pas pu gagner? C'est comme vous entreprenez quelque chose. Lorsque ça ne marche pas, mais arrêtez-vous. Vous ne pouvez pas tout le temps continuer à investir dans ce qui ne marche pas. Et finalement, vous risquez un jour vous-même de vous retrouver quelque part. Moi, je crois que c'est mieux pour lui. Il s'est arrêté pour ne pas avoir un AVC demain. Je crois qu'il peut vivre auprès de ses enfants, de son épouse, sur la situation qu'il a vécue. Parce qu'il faut reconnaître, Pascal, en Afrique, si vous ne faites pas attention en politique, ce n'est pas pour rien que vous voyez la plupart, quand ils quittent la scène politique, ils sont des grabataires. Et soit c'est le diabète, soit c'est l'AVC qui les prend. Donc je crois que Diary Tama a bien vu devant. Il s'est dit, attention, j'ai une santé fragile. Je ne voudrais pas que le peu de santé que j'ai puisse me plonger encore à avoir un AVC demain et me retrouver complètement paralysé. Il a créé son parti net. Il quitte également la scène politique d'une façon nette. Et je crois qu'il va s'organiser d'une façon nette. Mais il est encore très jeune. C'est ce que j'ai dit. Il n'a qu'à organiser sa vie d'une façon nette, vivre honnêtement et vivre d'une façon nette avec sa famille. Je crois que c'est mieux. D'accord. C'est vrai que Diary Tama, il est jeune et il a parlé d'un certain nombre de choses. Et même il disait que dans ce communiqué que nous venons alors de lire, dont nous venons alors de lire l'extrait, et il disait que mais il ne conseille pas aux jeunes, surtout à un jeune Togolais, de s'aventurer alors sur la scène politique. Est-ce que ce conseil est un conseil vraiment indiqué? Mais c'est au vu des expériences, justement, de l'expérience vécue. C'est son expérience. Non, vous savez naturellement que, est-ce qu'il faut dire aux jeunes Togolais de ne pas... Je pense que nous n'allons pas induire les jeunes en erreur. Merci. N'allons pas induire le peuple en erreur. Je respecte bien M. Diary Tama, je respecte ses logiques. Pour moi, il est
l'un des hommes politiques les plus constants, même si ses choix peuvent être discutés selon les résultats qu'il obtient. Il est resté constant dans ses déclarations. Moi, j'ai suivi la création du net 2012. J'ai vu ses propositions, sa prise de position sur un certain nombre de sujets jusque-là. C'est quelqu'un de constant. Après, les gens peuvent le critiquer pour son centrisme ou sur ses acquaintances avec le pouvoir et tout d'autres choses. Mais en tant qu'homme politique, d'après mes analyses, il est resté constant jusqu'au bout. Après, on ne peut pas dire aux jeunes de ne pas s'aventurer en politique. Dire ça, c'est un peu comme dire aux jeunes n'allez pas voter. C'est le découragement. Oui, mais dire aux jeunes de ne pas s'aventurer en politique, c'est un peu dire aux jeunes de ne pas aller voter. Alors si les jeunes ne votent pas, alors que d'après les statistiques, on est autour de 65% de jeunes dans la population togolaise. Si on ne va pas voter, on va laisser qui voter et qui fait la politique pour que la politique s'applique à nous les jeunes à la fin. Voilà la question qu'on se pose. Donc, il peut avoir été déçu d'après ses expériences et surtout après ces élections dans lesquelles il a placé beaucoup d'espoir, il a déployé beaucoup de moyens. On a vu les actions qu'il a eu à mener dans la zone là-bas, dans l'Est Mono, sur fonds propres avec ses moyens. Il aurait pu espérer récolter quelque chose, ne serait qu'un siège de député à l'issue de ces élections. Ça n'a pas été le cas et c'est normal que M. Djeri Tama se sente frustré, se sente tellement embêté et déçu à ce point. Mais nous n'allons pas tomber dans ce piège et pousser les jeunes dans ce piège. Justement, j'ai pris le temps d'expliquer à plusieurs jeunes que j'ai rencontrés ces derniers jours, ces derniers temps, que vous avez dit que vous ne voulez pas voter, mais vous dites que les résultats ne sont pas les vrais ou les bons. Mais vous voulez quoi? Ceux qui sont allés voter, ils ont voté ce qu'ils ont voté, on en tient compte des résultats. Mais si vous refusez de voter, mais des gens qui acceptent toujours d'aller voter, s'ils votent dans le même sens, vous aurez toujours les mêmes résultats. Donc vous n'allez qu'à vous plaindre, vous n'allez qu'à vous en prendre à vous-même parce que vous avez refusé de faire votre devoir en même temps droit. C'est un droit de ne pas aller voter, mais c'est également un devoir d'aller voter. Et donc du coup, c'est vrai, Jacques a déjà dit compassion, beaucoup de courage à monsieur Djeri Tama, mais il faut quand même qu'il essaye parce qu'il n'a pas dissous le net. Donc s'il dit ne conseille pas aux jeunes de s'aventurer en politique, c'est bien dommage parce qu'il n'a pas dissous le net. Le net va continuer à exister comme un parti politique, mais il y a plein de jeunes dans le net là-bas qui peuvent encore avoir des ambitions. Il y a des gens, il n'y a pas que seulement nos amis de UNIR qui ont la vocation de diriger le pays. On peut avoir notre ami ici, il peut avoir également lui aujourd'hui une vocation de pouvoir occuper un poste politique quelque part et après peut-être avoir participé à des élections. Bon, on dit unir à 108, il y a quand même quelques personnes qui ont 5 députés quand même. Et donc il faut quand même encourager les jeunes à ne pas abandonner, à ne pas se sentir complètement déçus et dévastés, parce que si nous refusons de faire la politique finira par nous faire. D'accord. Uriel? Ma position sur le retrait de Djeri Tama de la scène politique, l'officier supérieur de l'armée, Djeri Tama, ça, je vais être franc envers vous. C'est de la catastrophe. Comment ça? C'est une erreur gravissime. C'est très grave, c'est gravissime. On ne le fait pas. Mais est-ce que ce n'est pas au vu des coups qu'il a reçus? Quel coup? Il a reçu quel coup? Il a participé à une élection où il n'a obtenu aucun siège. En 2018, il a participé, il a obtenu 2 sièges, c'est ça? Et il n'a pas contesté, il ne s'est pas retiré. Maintenant qu'il n'a obtenu aucun siège... Non, 3 plutôt. 3 en 2018. Oui. Bon, et il a fait fusion avec PDP. Net PDP. C'est ça? Pour créer son groupe parlementaire. Net avec 3 députés. Un dans l'Est Mono, un à Lomé, un à Bassa. Voilà, plus le PDP, et c'était son groupe parlementaire. C'est cela. Il ne s'est pas retiré en 2018. En 2024, il obtient 0 siège. Et il se retire de la scène politique et il invite les jeunes à ne pas s'intéresser à la politique. Comme Didier l'a dit, je suis entièrement en déphasage avec lui. Ça ne doit même pas. En le faisant même, quelqu'un pourrait dire que réellement, il était une béquille de l'autre parti.
Parce que cette fois-ci, c'est comme tu n'as pas obtenu la faveur, puisqu'il a dit, ça c'est une erreur grave aussi, ce que j'ai lu dans son texte, pour avoir pris le contre de la révision constitutionnelle, il le dit lui-même, il a reçu ce coup. Ça veut dire que s'il n'était pas contre, on aurait pu lui offrir quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui lui offre quelque chose, mais c'est son mérite qui l'amène à obtenir 1, 2, 3, 4, etc. sièges. On ne le fait pas. Et s'il se retire de la scène politique, on le connaît en tant que militaire, en tant qu'écrivain. Moi, j'ai lu son roman Parcours d'un combattant en 2005. Blogueur, c'est avec lui que j'ai connu aussi. Entrepreneur aussi. Tout, il est dans tout. Donc, aujourd'hui, s'il se retire de la scène politique, son parti existe. Il dit que le premier vice-président va prendre la suite. Il ne peut pas inviter les jeunes à ne pas s'intéresser de la politique. C'est une erreur. Ça ne doit pas se faire. Une chose est d'échouer, une autre, c'est de prendre à bras le corps son résultat et de voir la suite. Mais il n'est pas le seul à obtenir 0 siège. Il y a même de gros partis qui existaient même avant sa naissance. Et il y a son ami Innocent Kagbara qui n'avait pas reçu non plus. Bon, lui c'est un jeune. Innocent Kagbara, le parti de son papa créé en 2007 devant moi au village là-bas, ce n'est pas un parti pour lequel il faut s'inquiéter pour avoir eu 0 siège. Non, pas du tout. Donc, pour celui-ci, Guéritama, je répète bien, il y a des partis qui existaient avant son naissance, qui ont 0 siège, mais qui continuent par exister pour animer la vie politique du pays. Si lui démissionne, quand en 2018, il disait sur ce plateau qu'ils ont obtenu chacun plus de 70 millions pour les avant-campagnes. Mais justement, c'est dans cette année. Mais attendez, on est démissionné. Si le démission, c'est sa liberté, mais ne pas inviter les jeunes à ne pas s'intéresser de la politique. Tout le monde peut faire la politique. Cela contribue au développement du pays. Les débats contradictoires, c'est ça même qui fait avancer le pays. D'accord. Jacques, est-ce que vous comprenez la déception alors de Uriel par rapport surtout à cette démission, à ce retrait, j'allais dire, de Guéritama sur la scène politique? Non, le problème, je l'ai dit, il faut comprendre Guéritama. Vous vous rappelez le chef d'un parti au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il avait dit à Guéritama? Qu'on vous a dit de venir boire le lait et vous voulez compter les bœufs. Mais Guéritama a senti qu'il ne va plus boire le lait. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne va plus trouver le lait. Il va faire quoi? Il va aller chercher autre chose. Il faut comprendre le monsieur dans sa logique. Mais là, il vient d'abandonner plutôt. Mais c'est ce que je dis. Aujourd'hui, il ne peut plus trouver le lait pour boire. Mais il faut qu'il aille au moins faire les champs pour pouvoir trouver au moins à manger. C'est ça. C'est ce que moi j'ai compris dans ce que Guéritama a fait. C'est pourquoi je dis, il a été honnête. On t'a appelé de venir boire. Et celui qui t'a appelé de venir boire ferme le robinet. Il dit, je ne te donne plus l'eau à boire, je ne te donne plus le lait. Mais s'il ne travaille pas, il va faire comment? Donc ce n'était pas un vrai politicien. Mais c'est ça, mais c'est ce que c'est ça. Donc c'est pour vous dire, c'est pourquoi j'ai dit, attention aux opposants et sur glace. C'est-à-dire que quand vous faites les va-et-vient, finalement un jour, vous risquez de vous arrêter. Le sur-glace ne va plus encore fonctionner. Vous vous arrêtez. Et c'est là, ça conduit certains au suicide. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut se préparer mentalement. Pas seulement en politique. Lorsque vous voulez embrasser quelque chose, il faut que vous puissiez forger votre mental. Et vous dire que tout peut arriver. C'est-à-dire qu'en politique, la politique peut te faire monter. La politique fait également chuter. Donc c'est ça. Donc, Guéritama a compris. Le lait est fini, donc il va aller élever les chèvres et les moutons ailleurs. D'accord, merci. Didier, au finish, quand Guéritama déclarait qu'il est très difficile alors de faire la politique au Togo, est-ce qu'il d'une manière ou d'une autre, il n'a pas raison? Je trouve aussi qu'il était difficile de faire la politique au Togo. Déjà que nous ne faisons pas la politique, on flirte avec la politique en faisant des analyses ici, c'est très difficile des fois de dire certaines choses et je pense que c'est très difficile de faire la politique au Togo. Enfin, des gens... En Afrique en général. Bon, oui, nous sommes au Togo. Il a posé la question sur le Togo, donc nous parlons du Togo. Parce qu'ailleurs, ça peut sembler facile. Si des jeunes comme Sonko... et Diomaye Faye, voilà, juste sur des convictions. On n'avait pas assez de moyens à partager avec les gens, de l'argent, partage juste des convictions avec des gens
qui ont pu acheter ces convictions, qui ont pu partager ces convictions pour les élire, qui prennent aujourd'hui la tête du Sénégal. Ça peut dire que ailleurs, ça peut encore aller. Mais dans les pays comme le Togo et un certain nombre de pays, c'est très compliqué. Vous savez, moi, je ne suis pas surpris. Personnellement, je ne suis pas surpris des résultats obtenus par l'opposition parce que moi, je disais aux gens que dans les pays comme le nôtre, la politique, c'est de l'argent. C'est l'argent qui fait la politique. Vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas l'argent. Le Togolais qui nous écoute là, qui on a coupé l'électricité, qui n'a pas le carburant là, demain, quand il aura élection, il choisira celui qui lui donnera peut-être un t-shirt, lui donnera 5 000, lui donnera quelque chose, celui qui peut-être il pense qu'il a un peu le moyen. Donc demain, quand il va avoir un projet, il ira vers lui, il pourra le financer. C'est comme ça partout en Afrique aujourd'hui. Des gens votent moins par conviction. Ils votent juste par intérêt, ce qu'ils peuvent gagner. Mais vous avez une opposition qui est opposition depuis 34 ans là. 34 ans tout au moins. Mais les gens sont opposants depuis 34 ans. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'entreprise, ils n'ont rien. Même les cadres qui étaient dans leur parti politique sont partis ailleurs. Vous voulez, dans ces conditions-là, que ces partis-là gagnent quoi? Après avoir boycotté les élections législatives de 2018 qui leur auraient permis peut-être d'avoir 5, 6, 10 députés et qui après avoir cotisé un peu, le parti aurait pu avoir un peu de moins. Ils l'ont même pas, ils l'ont perdu, ils n'ont pas. Après 10 ans d'inactivité, enfin de manque de moyens cruels, vous voyez que les gens là peuvent rebondir facilement, gagner. C'est très compliqué de faire la politique au Togo. Okay. Et dans ces conditions-là, n'allez pas accuser l'opposition, on ne va pas accuser non plus le pouvoir, que chacun fasse son examen de conscience. Qu'est-ce que j'apporte pour que ça soit mieux dans le pays? D'accord. Merci beaucoup, Didier. Merci, chers confrères. Nous allons maintenant écouter nos auditeurs. Je pense qu'ils sont vraiment très nombreux à l'écoute. Alors, pour suivre cette émission, ils ont suivi également nos débats ici au Club de la Presse à l'heure de ce lundi. Maintenant, nous allons leur donner la parole. Mais bonjour, maître. Bonjour, comment vous allez? D'accord. Votre nom c'est? Pardon? Ok, allez-y, Dozi. Je vous remercie pour l'émission de ce matin. Mais j'appelle à toutes les partis politiques du Togo. Je n'ai pas fait de plaidoyer. On connaît le pays dans lequel nous vivons. Mais on dit plusieurs jours pour le bonheur, mais un jour pour le professeur. On ne va plus de courage. Courage à Jérusalem. Ça va venir. Et maintenant qu'on l'a montré qu'il faut que lui-même travaille dans le ça. Ainsi le terrain politique pour avoir les meilleures conditions de son parti. Donc il ne faut pas dire que je courage. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Dodi depuis Daravé. 22 21 33 114 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce lundi. Allô? 22 21 33 114 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Basile. Il salue le plateau. D'accord. Ils n'ont pas répondu, hein. Non, ils ont mal parlé. Bonjour. Bon, moi, je veux vous dire, est-ce que tout ce que vous dites concernant l'opposition, quand le drame que nous vivons au Togo, donc ça regarde l'opposition, quand je veux comprendre tout le développement que nous avons pu faire, tout ce qu'on vit comme drame ici dans le pays, aucun parmi vous n'a le courage de dire que ce pouvoir ne conduit pas bien le Togo. Si ce n'est pas l'opposition, on a dit que 2018, ils ne sont pas partis aux élections, tout ça là. C'est l'opposition qui a le problème ici au Togo. Oh, quand même. Qu'est-ce que vous avez? Le drame que nous vivons, ce n'est pas l'opposition. Aujourd'hui, il n'y a pas de temps. Le courant, il n'y en a pas. C'est l'opposition qui a fait ça. Oh! Qu'est-ce que vous voulez? Merci beaucoup, Basile. Je comprends votre émotion. 22 21 33 114 91 36 63 115. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom c'est? C'est Nyamavo. Oui, Nyamavo. Oui. Allez-y.
je rends grâce à Thierry Tama. On dit souvent qu'il faut être proche de la douche pour en sentir l'odeur. Ceux qui sont loin, ils pensent qu'ils sentent plus l'odeur que Thierry Tama, ils se trompent. Il a essayé. Lui, peut-être il sera à côté, il sera en train de critiquer quelqu'un qu'il voit mal. Maintenant, quand il est dedans, il a senti que vraiment, ce n'est pas la vraie politique qui se fait au Togo. Ce n'est pas pour décourager les Togolais. Ceux qui ne sont pas allés voter, ils sont plus découragés que Thierry Tama. Ils sont encore très nombreux d'ailleurs. Quelqu'un vient de vous le dire. Est-ce que c'est la faute à cette position? Vous n'arrivez même pas à comprendre le communiqué d'un ministre. Que bon, on ne communique pas. Les gens ont su ça. Ce qui nous surprend, ce sont les élections. La victoire de Unir. C'est ça qui nous surprend. Mais ces gens de communiquer, il y a coupure, il y a quoi de l'État. Ça, on est dans l'habitude, dans la routine. La dernière fois, j'ai posé une question à un ministre, M. Tengue, il a esquivé. Je ne sais pas si vous pouvez me donner la réponse. La République A, la République B. Dans la République A, on limite le mandat pour un contrôle effectif. Et ça permet le développement. Une fois que tu finis ton mandat, tu pars avec tes ministres et l'autre vient contrôler, ainsi de suite. Maintenant, la République B, il y a continuité. Les ministres ont fait 30 ans, 40 ans. Personne ne les contrôle. Et on vote pour que ça continue comme ça pour encourager le vol ou pas. Vous allez me choisir entre les deux républiques. Vous préférez rester dans quelle république? Merci. D'accord, merci beaucoup Niamavo. 22 21 33 114. Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Canal FM. Oui, Canal FM. Votre nom c'est? C'est Monsieur Ni. Monsieur Ni. Ouais. Allez-y. Bon, en fait, vous voyez ce qui se passe dans ce pays-là, c'est décevant. Bon, peut-être que les journalistes vont quand même voir ça sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire est il fait partie des 10 premières économies de l'Afrique. Mais c'est formidable, ça bosse là-bas et vraiment le pays change. Mais ici, nous avons tous les problèmes. Bon, on nous dit, on quitte la 4e République, on va à la 5e République. Et nous sommes au statu quo. Depuis ce matin, tout le monde est à la maison, les gens poussent leur moto, il n'y a pas le carburant, tout est bloqué. Et bon, c'est ce que les journalistes disent. Le gouvernement ne dit rien. On vient de faire confiance au parti au pouvoir, mais c'est les félicitations que nous recevons. Vous voyez que c'est pas normal. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ni, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. 22 21 33 114. Allô? Oui, Basile revient. Oui, Basile. Oui. Oui, allez-y. Bon, pour vous dire que je ne comprends pas toujours pourquoi est-ce que quand on a un problème entre Togolais, vous allez venir accuser un bord que c'est lui qui ne fait pas bien, qui ne fait pas bien. Mais nous tous on sait ce qui est notre gangrène dans le pays. C'est le pouvoir qui ne nous dirige pas bien. On n'est pas bien dirigé. On nous poursuit avec les impôts, un peu tout, un peu partout. Mais l'argent là, on fait avec. Nous ne savons pas. Mais quand vous venez, au lieu de dire à ce pouvoir qui est à l'écoute. Basile, vous avez maintenant l'opportunité de le dire. Il faut le dire, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. Allez-y. Il faut le dire parce qu'eux, ils sont à l'écoute. Oui, mais vous avez maintenant l'occasion de le dire. Donc, dites-le. Et c'est ça que je suis en train de dire. Mais oui, voilà, n'accusez personne. Dites juste ce que vous avez à dire. Que le pouvoir, il y a autre chose que les gens disent, que pourquoi on les a votés. Pour personne ne vote à ce pouvoir. Mais eux, ils savent comment ils vont gagner. Donc c'est de ça aussi qu'il est question. Il ne faut pas que les gens accusent aussi les citoyens que ça est comme ça, mais vous êtes partis les voter. Non. Moi, qui vous parle ici, moi je sais de quoi il s'agit. C'est pas tout ce qu'on dit. D'accord. Merci beaucoup, Basile. Merci beaucoup, Basile. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Allô, bonjour. Allô? Décidément, il n'est pas avec nous. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, c'est? Kossi de Sagbado. Kossi de Sagbado. Kossi, allez-y. Oui, je salue le plateau. Oui, le plateau vous salue. Merci beaucoup. Quand vous écoutez tous les auditeurs de ce matin, vous vous rendez compte qu'il y a M. Didier Somba qui, depuis un certain temps, dit sur tous les médias que
l'opposition a boycotté les élections de 2018 et c'est ça les conséquences. Moi, je vois que l'élection de 2018, c'est déjà passé, non? On a encore fait une autre élection. Est-ce qu'on va se mettre encore à parler de cette élection de 2018? Quand M. Didier parle de ça tout le temps, ça commence à nous taper les tympans, quoi. Maintenant, revenons. Ce qui fait notre problème, mes prédécesseurs l'ont dit. Regardez ce matin, on n'a pas de camion. Les gens poussent leur moto. Maintenant, si une partie a gagné, il n'a qu'à nous trouver non. Il ne dit rien. M. Denis Tama a raison. M. Denis Tama, vous savez, à un moment donné, quand vous êtes en train de faire une course, et quand tu arrives à un moment où tu sais que tu ne peux plus continuer la course, honnêtement, il faut démissionner. Il faut démissionner. Donc, je vous en prie, monsieur le ministre, vous êtes le porte-voix ou bien le porte-parole. Mettez les sujets sur la table là-bas et discutez de ça, pas du parti au pouvoir. C'est le parti au pouvoir qui nous met en difficulté. Merci beaucoup. Et c'est pour cela que nous vous donnons aussi la parole pour que vous vous exprimiez. C'est tout à fait normal. Un autre auditeur que je reçois, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Votre nom c'est? Ouais, c'est Dima Kofi. Dima Kofi. Dima, allez-y. Ah ouais, je vous en prie. Je salue le plateau. Et le plateau aussi vous salue. Ouais, vous pensez que si l'élection était transparente, Denis Tama va vouloir quitter la politique avec plein de bourrages d'urnes comme ça au Sénégal. Si Macky Sall voulait rester au pouvoir, il devait avoir les mêmes choses. Les bourrages d'urnes et la Cour constitutionnelle va le proclamer président de la République. Il faut une transparence totale pour notre élection, pour que tout le monde soit clair. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Aujourd'hui, nous parlons du carburant, nous parlons de l'électricité, nous parlons de l'eau. Est-ce que ça vient de l'opposition? C'est l'opposition qui gère le pays pendant 15 ans, bien 12 ans. Non, soyons sérieux. Disons-nous, s'asseyons ensemble et se dire la vérité. Ce n'est pas la peine de parler de l'opposition au jour d'aujourd'hui. Si on veut parler de l'opposition, que les élections soient transparentes. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup Dima pour votre intervention. 22 21 33 114. Allô? Bonjour, votre radio à côté de vous, votre poste, bien sûr, fait un peu de bruit. Diminuez le volume de ce poste. Ok. Oui. Allô, bonjour. Allô, bonjour, comment vous allez? Ouais, je vais bien. Votre nom c'est? Pardon? Ok, je retiens Yao. Allez-y. Ok. Bon, c'est juste d'apporter un peu matière à votre émission. Et nous vous parlez tout de suite de l'opposition, c'est l'opposition qui a fait ci, c'est l'opposition qui a fait ça, c'est pourquoi ça ne marche pas. Même si l'opposition a la bonne volonté d'amener quelques projets dans ce pays, c'est le parti au pouvoir, l'UNRPP, c'est eux qui les bloquent. Ils ne permettent pas qu'ils puissent amener quelque chose dans le pays pour que le pays puisse développer. Donc on ne peut pas accuser maintenant les opposants en disant que c'est eux, ils ont bien vu, ils ont boycotté l'élection de 2018, c'est pourquoi il y a ci et ça. Non. Ok, c'est l'UNI qui gagne chaque fois. Il va pas faire en fait que nous ayons un peu la paix, la tranquillité dans notre pays, comme ils le disent toujours, non. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur Yao. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Nous insérons un autre auditeur et je pense que c'est le dernier. Allô? Allô, bonjour, Canal FM. Oui, bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Voilà, votre nom? C'est monsieur Basile encore, hein? Monsieur Basile qui revient? Non, c'est pas monsieur, c'est un autre Basile. Ah, d'accord, ok. D'accord, allez-y. Vous nous appelez... Oui, vous nous appelez de quel quartier? Excusez-moi, c'est une question. Vous êtes tous journalistes là-bas. Est-ce que vous connaissez un domaine dans lequel le Togo excelle actuellement? Vous connaissez un domaine? Non, je ne pense pas que nous avons vraiment le droit de vous répondre à une question. Mais l'essentiel, c'est de faire une analyse. Nous disons qu'il y a... Vous avez suivi, oui. Que nous n'avons rien contre les personnes, mais la manière dont ce pays est gouverné, c'est pas la peine. Franchement, il faut qu'on revoie la copie. Parce que ça fait penser... Nous n'avons plus d'espoir au Togo, ici, quoi. C'est vraiment grave pour ce pays-là. Il faut qu'on revoie les choses. Tout.
la politique, vraiment, ce qui se passe, nous n'avons pas de pays semblables. À part le Togo, il est unique en son genre, c'est pas bien. Il faut qu'on change dans ce pays. Nous n'avons rien contre personne au Togo ici, ni un parti politique, mais la manière dont le pays est gouverné, c'est rien que de la médiocrité, excusez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, Basile. Je pense que Basile, c'est le dernier auditeur pour le compte de de l'émission de ce lundi. Et nous revenons en plateau, chers confrères. Vous avez écouté Uriel, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer. C'est leur manière également alors de dire les choses. Et c'est aussi ça qui contribue à la démocratie ou à l'état démocratique que nous voudrons vraiment construire. Et Uriel, votre réaction? Non, c'est leur plein droit. Chacun a le droit de s'exprimer. C'est la raison pour laquelle même vous avez dégagé une partie de l'émission pour eux. Moi, je m'intéresse à M. Ni, un certain Ni, qui trouve que en Côte d'Ivoire, ça bosse mieux qu'au Togo. Il nous demandait même si on connaît la Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est lui-même qui ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Chaque pays avec ses problèmes. Il sait ce que les Ivoiriens vivent actuellement. Nous parlons, c'est vrai que nous faisons les analyses sur la façon dont notre pays est géré. Mais quand nous voulons faire des comparaisons, il faut qu'on se rassure qu'on a les réelles informations sur le pays coopté pour le comparer avec le Togo. C'est très important. La Côte d'Ivoire a assez de problèmes. Même les délestages en Côte d'Ivoire, tout ce qu'on fait, les déguerpissements en Côte d'Ivoire, la politique, la privatisation que les Ivoiriens ne supportent plus. Beaucoup de problèmes. Chaque pays est sous-développé a ses problèmes. Mais dire que ça bosse mieux en Côte d'Ivoire qu'au Togo, bon, ça dépend des critères sur lesquels M. Ni s'est basé pour évaluer cet aspect-là. Sinon, je connais bien un peu ce pays. D'accord. Je pense que ce n'est pas facile. Jacques? Non, je crois que, comme nous l'avons dit, je le dis toujours que nous avons seulement un seul pays qui est le Togo. Même s'il y a des problèmes, c'est ensemble, en tant que compatriotes, que nous allons trouver des solutions à ce pays. Personne d'autre ne viendra quelque part pour nous trouver des solutions. Mais c'est entre Togolais qu'on peut trouver des solutions à tout ce qui se passe. C'est vrai que les uns et les autres ont des ressentiments sur ce qui se passe, mais il faudrait que le calme, dans la cohésion, que nous puissions trouver effectivement une solution à ces difficultés. Vous savez, ce que nous vivons actuellement en matière de coupure d'électricité et de carburant, comme on l'a dit, d'autres pays en souffrent. Mais il est de bon ton que nos dirigeants puissent trouver la solution à ce que les Togolais sont en train de vivre, sont en train de se tracasser chaque jour pour avoir de l'électricité, avoir effectivement le carburant pour pouvoir travailler. Donc, je voudrais une fois encore demander aux uns et aux autres, c'est notre cher pays, le Togo, quelqu'un d'autre ne viendra pas quelque part pour nous réconcilier, mais la réconciliation doit passer d'abord par moi, par toi et l'ensemble, dans ce qui est important. Profiter de l'occasion pour saluer l'ancien membre de la HAC, Dadia Pouy, qui est actuellement à l'écoute. Je le salue, ça fait longtemps, et je lui souhaite un bon appétit. D'accord. Didier? Oui, je crois qu'un auditeur m'a cité. Je n'ai pas l'habitude de répondre aux gens, mais je pense fondamentalement que notre ami n'a peut-être pas écouté ce que j'ai dit ou a mal écouté ce que j'ai dit, ou il surfe entre deux émissions, il écoute quelque chose ailleurs et il vient me coller ça. Moi, j'ai jamais fait procès à l'opposition d'avoir boycotté l'élection de 2018. J'ai juste rappelé un fait historique. J'ai dit que dans les pays comme les nôtres, je précise mes phrases, dans les pays comme les nôtres, il faut de l'argent pour faire la politique ou lors des élections, les utiliser. Que déjà, lui, là, qui crie, il a déjà cotisé dans combien de partis politiques d'opposition? Je ne crois pas qu'il cotise. Et donc, quand les partis ont des députés à l'Assemblée comme ça et ont des représentants dans des institutions, c'est sur le quota qu'on paye à ces gens-là que les partis fonctionnent et qui donnent du poids à ces partis d'exister lors des périodes électorales. Que ces partis n'ont pas pu participer, donc sur 5-6 ans, n'ont pas de représentants et n'ont pas véritablement les moyens de battre campagne et de tout ça.
J'ai également expliqué que des gens préfèrent aller suivre des gens qui distribuent les casquettes et autre chose à eux. Quel procès il prétend que je fais à l'opposition? Moi, je plains plutôt le sort de l'opposition togolaise. J'ai dit ils sont opposants depuis 34 ans. Je ne les accuse pas. C'est pas leur faute à eux d'être opposants mais parce qu'ils n'ont pas réussi leur coup, ils essayent de tenter. Ils n'ont pas démissionné. Certaines personnes viennent de démissionner là. L'analyse que des gens font, prenez du temps pour écouter le fond de ce que des gens disent avant de vous lever et de commencer par accuser des gens. Tout ce que je dis ici, c'est pas pour accuser l'opposition. C'est peut-être pour expliquer une situation qui se passe, pour que des gens arrivent à comprendre la situation dans laquelle cette opposition se trouve aujourd'hui. Mais si cette analyse, au lieu que ça l'aide à comprendre quelque chose, il le met en courroux, je suis bien désolé pour notre ami dont j'oublie un peu le nom aussi. D'accord. On va donner les cartons, les notes de fin d'émission rapidement. Uriel, votre note, c'est de 0 à 10 à une institution ou à une personnalité. Note. Bon, je vais apprécier toujours les notes objectives. Je vais apprécier sans donner la note. Juste dire félicitations et reconnaissance au bureau sortant de l'amicale des ressortissants de Bouffalé à Lomé, à Reboul. Le bureau sortant qui était conduit par le docteur vétérinaire Mabalo pour toutes les actions menées en faveur de cette amicale et souhaiter surtout bonne chance au nouveau président qui s'appelle Maître Koukbamou. D'accord, merci beaucoup Jacques. Votre note de fin d'émission? Je voudrais donner vraiment une note de 8 sur 10 sur le service qui est chargé le service en ligne du ministère de la Sécurité qui est logé dans l'enceinte de service des passeports. Et à son responsable, je crois que c'est le colonel Simtaya. Ils font un travail exceptionnel. D'accord. Donc, je leur donne 8 sur 10. Ok, merci beaucoup. Didier, votre note? Je n'ai pas de note. Vous n'avez pas de note à donner. D'accord, merci.